fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité suit un chemin d'évolution. Nous travaillons, chaque être humain travaille et offre son existence tout entière à cette œuvre magistrale dont je vais vous parler. Nous construisons, sans le savoir encore, le paradis pour nos futurs descendants. On conduit l'humanité vers son ultime perfection. Ultime parce qu'elle est toujours parfaite au présent, parce qu'elle ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est. Aujourd'hui, en ce que nous appelons 2025, l'humanité en est là, elle ne peut pas être à 2030 ou 2500. Voilà, elle ne peut pas être plus évoluée que ce qu'elle est. Comme un adolescent ne peut pas être encore un adulte responsable. Voilà. Il y a un chemin, un bébé ne peut pas se déplacer comme un enfant. Un enfant ne peut pas, n'a pas les mêmes aptitudes qu'un adolescent, etc. Et l'adulte n'a pas la sagesse du vieillard quand le processus de développement se déroule correctement. Le vieillard atteint normalement un état de sagesse. Il a transmis, il a travaillé pour l'humanité, il a pu transmettre son savoir, il est en paix, il est heureux d'avoir vécu ce qu'il avait à vivre, il se retrouve dans un état de calme et de sérénité, il peut se concentrer sur le spirituel, etc., etc., et il atteint la sagesse. Voilà, ça c'est la logique d'une vie bien ordonnée. Évidemment, il faut qu'il y ait des vies désordonnées pour que ça se passe, pour que l'humanité se construise. Donc, ça c'est l'idéal. Certains parviennent à vivre cet idéal. D'autres, eh bien, doivent passer par des périodes beaucoup plus difficiles, dures, etc., compliquées à vivre. Et sans toute cette diversité, il n'y aurait pas des Antonin Artaud, des Van Gogh, des voilà. S'il n'y a pas, s'ils avaient eu un parcours linéaire et parfait, on n'aurait pas eu droit à tout ça. Donc il faut de tout pour faire ce monde. Alors, je vais reprendre l'écoute et les commentaires. Je commente de façon atypique ce que j'écoute de l'émission Avec Philosophie sur l'horizon, consacrée à l'horizon. C'était la semaine dernière, l'horizon en politique. On y va et je lance, j'écoute, je commente. Amaïna Guignot, droit au projet, importance de nous remettre dans des projets. Vous n'êtes pas très loin de ce point de vue-là d'une rhétorique de la vision, nous manquons de vision, il faudrait une nouvelle vision. Alors après tout ce qui vient d'être dit, comment défendez-vous cet aspect prescriptif sur lequel vous insistez dans votre livre ? Alors tout d'abord, je pense qu'il faut distinguer ce que j'appelle le droit au projet et toute cette rhétorique de la vision et du projet d'ailleurs qui se déploie dans la société contemporaine, puisque ce que je montre, c'est que l'inflation du discours et des pratiques du projet, notamment depuis les années 80 avec le management par projet, les projets politiques, on se souvient avant Édouard Philippe d'Emmanuel Macron avec c'est notre projet en 2017, toute cette inflation-là entraîne paradoxalement ce que j'appelle une déprojection, c'est-à-dire une perte de capacité et de désir de se projeter, c'est-à-dire C'est vraiment génial comme idée, et elle a absolument raison. Ça casse l'idée du progrès, d'un progrès qui... Parce qu'ils arrêtent quelque part. Voilà, leur projet, c'est être élu, c'est voilà, c'est une sorte de... C'est pas un projet qui tient compte de l'ensemble progressif.
poursuivre des fins qui sont désirables à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Et c'est pourquoi j'appelle dans la deuxième partie de mon livre à renouer avec une projection qui soit une projection authentique, et celle-ci est en effet est défendue comme un droit fondamental. Et pourquoi Voilà, une projection désirable pour l'ensemble, pour soi-même et pour l'ensemble de l'humanité. Donc quelque chose qui soit véritablement désirable et que c'est pas un projet d'un groupe, c'est pas un projet d'une petite partie de l'humanité, c'est pas le projet, etc. C'est un projet universel et qui permet d'amener quelque chose de positif à l'ensemble. Un droit ou un devoir? Un droit. Alors, je vais d'abord C'est un droit. Pourquoi Parce que je pense que l'existence humaine ne peut, et l'existence en général ne peut pas s'analyser seulement en termes de besoins. Et typiquement, penser l'ensemble des actions politiques en termes de nécessité, il faut pouvoir se nourrir, se soigner, etc., me semble insuffisant. Pourquoi nous ne sommes pas juste des êtres qui ont besoin de survivre. Nous avons besoin, comme le montre Simone de Beauvoir, que je cite en exergue de mon livre, de pouvoir dépasser cette existence qui est strictement biologique. Alors ce que je montre aussi, contrairement aux existentialistes, c'est qu'il y a déjà chez l'animal une forme de projection, et donc ce n'est pas l'apanage de l'humanité. Les êtres animaux aussi se projettent en fonction de valeurs. Et donc tout ça pour dire que nous avons besoin, pour penser un droit à l'existence humaine dans toute sa richesse, de penser ce droit à la projection comme droit à poser des fins qui ne sont pas prédéterminées par autrui et qui sont désirables, qui portent un élan vers l'avenir. Et qui empêche ce droit? Voilà, et là c'est pas prédéterminé par autrui, ça pourrait l'être si, du moment que c'est englobant et que ça englobe l'ensemble des intentions, quoi. Évidemment, humaine. D'être concret et bien présent. Qui empêche, puisque vous dites qu'il faudrait que ce droit soit mieux défendu, qui l'en empêche? Oui, alors en fait, ce que j'analyse dans la première partie de mon livre, c'est qu'il y a des structures institutionnelles qui entraînent des projections, et ça me semble très important de le montrer, parce que sinon nous risquons de faire de la déprojection une affaire strictement individuelle, dans laquelle les sujets déprojetés seraient finalement des sujets malades ou impuissants, incapables de s'adapter à un monde et donc de faire preuve de leur puissance de projection. Voilà, c'est tout à fait. Et malheureusement, c'est ce que fait un système comme le néolibéralisme. Il empêche l'humain de se projeter. On est écœuré par rapport au futur que le néolibéralisme nous met sous les yeux, ce qui risque de se passer, ce vers quoi on va. Donc c'est quelque chose qui conduit à la déprojection, à l'empêchement de se projeter et d'avoir un futur, d'avoir une visibilité. J'ai en ligne de mire évidemment tous les discours sur les grands entrepreneurs qui réussissent, contrairement à toutes les petites mains qui seraient condamnées à une forme de déprojection par une forme d'impuissance physique. Et donc ce que je montre, c'est qu'il y a des structures du travail qui entraînent la forme de déprojection, et j'en identifie deux, les projets que j'appelle les projets marchandage et les projets que j'appelle les projets emploi. Les projets marchandage sont caractérisés par une dépendance extrême, puisque par exemple quand on est auto-entrepreneur, c'est pas vrai qu'on se projette de manière libre, on est dépendant de certaines plateformes par exemple, et le projet emploi est caractérisé par une subordination, même s'il y a eu une conquête de l'autonomie au sein de l'emploi, subordination qui fait que même si on peut avoir des marges de manœuvre qui nous permettent d'influencer certaines décisions à notre échelle, eh bien le projet global, qui est le projet de l'entreprise et qui est un projet capitaliste, est un projet qu'on ne décide pas. Et donc il y a une obsession. Donc c'est pas vraiment un projet au sens positif du mot que vous souhaitez au contraire réhabiliter. Oui, parce que le projet pourrait permettre à chacun de faire un projet qui n'aille pas dans le sens du libéralisme actuel, qui n'aille pas dans le sens de ce que veut l'État, de ce que cherche ce que veut l'organisation sociale, etc. Ça peut être quelque chose, du moment que ça n'est pas quelque chose qui se met en guerre contre autrui, quoi, hein, d'une façon. Voilà, si on choisit d'être malfaiteur, ben oui, effectivement, si on se fait attraper, ben on doit en payer les conséquences.
Et donc, être bloqué dans sa projection, être déprojeté en somme. Mais tant qu'on est dans quelque chose d'inclusif et de paisible, il y a, ben oui. Plutôt ces projets emploi et marchandises ou marchandage sont de votre point de vue des projets produisant de la déprojection généralisée, c'est ça? Exactement, ce sont des simulacres de projets, comme je les appelle. Entendu. Ouais. Jacob Rogozinski, C'est super intéressant. bien évidemment, vous réagissez comme vous voulez à tout ce qui vient d'être dit, mais je n'oublie pas votre très grande connaissance d'Emmanuel Kant au XVIIIe siècle, qui emploie le mot projet. Il y a un projet de paix perpétuel chez Emmanuel Kant. Et par ailleurs, on a coutume, alors peut-être est-ce rapide, mais ça ne me paraît pas totalement faux, de dire que le siècle des Lumières a favorisé l'idée de progrès. Et c'est un mot qui n'a pas encore été employé, en tout cas analysé dans notre conversation. Est-ce que vous pensez que tout cela a encore du sens pour nous aujourd'hui, ou très franchement, nous ne sommes plus très nombreux à penser, à croire au progrès? Justement, Kant, le projet de paix perpétuelle, c'est vraiment la visée la plus lointaine qu'on peut avoir. C'est inouï, c'est extraordinaire qu'à cette époque-là, il ait pu se projeter aussi loin. Hegel avait peut-être un peu plus de chance. Bon, Kant, c'était les Lumières, donc il n'y a pas de problème. Il y avait cette idée aussi d'un futur qui pouvait être radieux. Hegel aussi. Donc ça va avec. Mais c'est un projet de l'ultra long terme. Oui, vous avez tout à fait raison de mettre en avant le mot progrès. C'est effectivement le mot qui manquait dans la discussion d'aujourd'hui. Je veux dire, c'est un peu paradoxal, mais parce Kant emploie très peu le mot horizon et dans sa logique, dans un sens logique, mais il me semble que Kant est au fond le penseur moderne ou un des grands penseurs modernes de l'horizon, même s'il emploie peu. Alors pourquoi cela ? Parce que revenons à l'idée d'horizon, comme nous savons tous, au départ, c'était l'idée de limite, de borne. Horos, quoi, c'est la borne. Et puis comme l'a montré Michel Collot, que vous avez hier dans le premier épisode, que vous avez invité, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, il y a une sorte d'élargissement étonnant de la notion d'horizon, peut-être aussi lié au fait le passage du monde clos à l'univers infini, les grandes découvertes, etc., etc. Puis l'horizon devient synonyme d'illimitation. C'est quand même un peu paradoxal, puisque l'horizon et l'infini, et ça, Céline Fischer l'avait rappelé dans ses livres, c'est pas du tout la même chose. Oui, évidemment. Mais en même temps, l'horizon se noie dans l'infini. Si l'horizon dont parle la mécanique universelle s'avère être exact, si on va vers l'apothéose, et si cette apothéose c'est l'extase, c'est l'accession à l'infini. Donc c'est l'accession à la divinité en somme. Donc il n'y a pas mais ça veut dire être capable de penser l'extase, de penser cette finalité ultra lointaine et l'extase. Parce qu'on ne peut pas se représenter l'infini, alors que l'horizon, on le voit dans les tableaux, on le voit quand on se promène, etc. C'est voilà, l'illusion d'optique. Hein. Oui, certainement. Donc l'horizon devient synonyme d'infini, d'ouverture à l'infini. Or, Kant est le penseur du progrès à l'infini. Oui. Notamment, essentiellement sur le plan pratique. Donc son projet n'a rien d'un programme. En fait, quand on dit projet de paix perpétuelle, je crois, sauf erreur en allemand, c'est Zur ewige Frieden. Donc le mot projet n'apparaît pas, mais en fait, il pourrait y être. Parce que toute la pensée pratique de Kant est orientée vers cette idée que nous devons, c'est un devoir, avancer à l'infini vers des idéaux régulateurs que nous n'atteindrons jamais par définition. Alors, pourquoi on les atteindrait jamais ? C'est là où je ne suis pas d'accord. Est-ce que Kant véritablement pense qu'on les atteindra jamais ? Ou est-ce que c'est une idée comme ça ? On ne les atteindra jamais. À mon avis, pour Kant, on les atteindra. C'est pas possible que Kant ne soit pas un optimiste forcené. Ça irait pas avec
sa philosophie avec ce type de philosophie. Je suis désolé, il faut que je recharge cet ordinateur. Mais c'est une obligation, quoi, de penser ça comme ça. À mon avis, Kant, c'est aujourd'hui, bien sûr, c'est difficile de le penser comme ça. Mais justement, il faut revenir à ce type de pensée. C'est une nécessité. Qui oriente notre action. Bon, les fameux postulats de la raison pratique, il faut donc parier en quelque sorte pour l'immortalité de l'âme, pour la liberté, pour l'existence de Dieu, etc. Et le souverain bien. Mais le souverain bien nous échappera toujours et pourtant nous orientons vers lui. Et... Non, pourquoi il nous échapperait toujours? Je ne suis pas d'accord. Là, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. On y va vers le souverain bien. C'est une obligation que l'humanité ne s'arrête pas avant d'avoir atteint ça. Il n'y a aucune raison qu'elle arrête en cours de route. Alors qu'il y ait un accident, qu'il y ait un météore qui tombe sur la planète, qui est autre chose, ou je ne sais pas, c'est non maîtrisable. Bien que, pour moi, il n'y a aucune raison que l'humanité, que ce projet s'arrête avant d'arriver à son terme, parce qu'il y a du sens dans l'univers. Mais c'est ma conviction. Mais en dehors de ça, même mécaniquement, l'humanité ne peut pas s'arrêter avant d'atteindre le plus haut degré de son évolution. Elle ne le fera pas. Donc c'est un des grands penseurs du progressisme des temps modernes. Des temps modernes qui sont d'ailleurs, Habermas avait magnifiquement défini les temps modernes en disant c'est la seule époque qui se vit en fonction de l'avenir. Mais quel avenir? L'avenir d'une progression à l'infini. Bon, Hegel avait par des sujets. Habermas, comme Hegel, insiste beaucoup sur quand même un pouvoir des sujets humains, sinon de tout faire, mais de participer pleinement, notamment à la rationalité des choses qui peuvent progresser dans l'histoire. Alors justement, je vous propose qu'on écoute un texte de Kant, alors non pas du projet de paix perpétuelle, mais de l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, qui est un texte de 1784. Là, vous allez entendre la 8e proposition, et vous allez surtout entendre à quel point, si le sujet peut espérer, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose comme un projet dans la nature. Écoutons. On peut considérer l'histoire de l'espèce humaine dans son ensemble comme l'accomplissement d'un plan caché de la nature pour produire une constitution politique. Alors rien que ça, c'est... Je comprends pas comment c'est pas compris comme il y a un plan caché dans la nature qui amène l'humanité vers son ultime perfection. Cette phrase, elle résume toute la pensée de Kant, mais ce sont des hyper-optimistes. Kant, Hegel, Marx, Saint-Simon, Fourier, Comte, je ne sais pas. Ce sont des hyper-optimistes. Ils ont devant eux, en point de mire, la perfection, l'ultime perfection de l'humanité. Parfaite à l'intérieur et dans ce but, également parfaite à l'extérieur. Une telle constitution réalisant l'unique situation dans laquelle la nature peut développer complètement dans l'humanité toutes ses dispositions. Voilà. Développer complètement dans l'humanité toutes ses dispositions, arriver à la concrétisation totale, sans en laisser une des déterminations qu'elle pourrait atteindre. Pourquoi abandonner? Pourquoi s'arrêter? Est-ce qu'on peut imaginer que l'humanité, à un certain moment, dit bon, il reste encore un peu de l'injustice, un peu de souffrance, il nous reste 10%, 20% d'injustice, de souffrance, mais bon, la société, c'est pas mal comme ça, on arrête de travailler sur ça. Sur nos pathologies, les trucs, on en garde un peu. Non, c'est pas possible. On peut pas l'imaginer. Il s'agit seulement de savoir si l'expérience nous dévoile quelque chose d'un semblable processus du dessein de la nature. Car ce cycle semble... Voilà, et bien ça, c'est le travail de la mécanique universelle.
voir les indices de ce chemin vers cet état de perfection. C'est ce que je m'acharne à faire depuis. Exiger tellement de temps pour s'achever qu'à partir d'une petite partie déjà parcourue par l'humanité à cet égard, il semble tout aussi... Alors, il en reste beaucoup, mais c'était en 1700 et quelques qu'il écrit ça. On voit qu'on est encore plus proche de l'accélération du temps. L'accélération du progrès montre qu'on va beaucoup plus vite vers cette finalité. Mais quand il dit qu'une petite partie qui a été réalisée avant, c'est une partie immense. Parce qu'il ne faut pas croire, mais les premiers hommes qui ont... nos frères, nos ancêtres, notre famille, la famille humaine, qui s'est au tout début mis debout. Et donc, on fait travailler la position du cerveau, développer le cortex, amener le pouce préhensile, faire notre dextérité. Ceux qui ont après se sont occupés de développer l'élevage, le jardinage, enfin, j'en sais rien, toutes ces inventions. Mais c'est des centaines de milliers d'années, des millions d'années qui sont là, dans lesquelles nos frères, nos ancêtres, l'humanité, nous-mêmes, donc, avons travaillé jusqu'à aujourd'hui. Donc la plus grande partie, elle a été réalisée. Il reste quelques siècles devant nous pour atteindre cet état. Et après, on ne sait pas comment l'humanité va gérer cet état d'ultime perfection. Mais en tout cas, la plus grande partie a été réalisée. Et il reste une petite partie de C'est impossible de déterminer avec certitude la forme de sa trajectoire. En attendant, la nature humaine implique que l'on ne soit pas indifférent à l'égard de la période la plus éloignée que notre espèce doit atteindre, pourvu seulement qu'elle puisse être attendue avec certitude. La plus éloignée que notre espèce doit atteindre. Et ça, là, on voit l'intelligence de Kant. Il voit bien que c'est loin. Bien souvent, le penseur, il se pense très proche. Et c'est ça le problème. Fukuyama, c'est le problème. La fin de l'histoire, elle avait sonné parce qu'on avait atteint la démocratie. Mais la démocratie, c'est qu'un des outils, comme la technique, comme n'importe quel progrès, c'est un outil de la perfection. Ça n'est pas la perfection à atteindre. Si c'était la démocratie à atteindre, ça serait... Mais tout ça, c'est superficiel. Ce qui est à atteindre, c'est ce que ressent le corps. Évidemment, dans une démocratie idéale, le corps serait... on aurait la liberté, l'égalité, la justice, etc., etc. Donc le corps pourrait vivre de la sérénité de vivre dans un tel fonctionnement. Mais en réalité, c'est le corps qui est important, c'est pas Nous pouvons d'autant moins être indifférents que nous pourrions, par une préparation rationnelle, accélérer la venue de cet instant si heureux pour nos descendants. Voilà, et c'est peut-être ça qui est le danger, c'est d'essayer d'accélérer le processus de l'évolution. Et on a vu chaque fois qu'un système a essayé d'accélérer ce processus, le communisme a essayé d'imposer l'égalité, la fraternité, avant que l'humanité en soit vraiment apte, c'était pas possible. Donc il y a un échec, surtout quand en face ils donnaient pas la liberté, ils enlevaient le spirituel, etc. Donc l'humanité ne pouvait pas choisir le communisme, et elle a choisi le capitalisme parce qu'il y avait plus de liberté. La liberté était plus importante que l'égalité, d'une certaine façon, on pourrait le dire comme ça. Alors qu'Emmanuel Kant me pardonne, je vais poser à Jacob Rogozinski, ici présent, qui connaît bien son œuvre, question pleine de scepticisme, c'est-à-dire est-ce que vraiment aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire, nous pouvons croire en un plan caché de la nature vers le souverain bien ? Oui,
Kant n'est pas Condorcet, il n'est pas un penseur naïf du progrès, et il ne dit pas que c'est un progrès absolument inévitable. Hein, ça reste une possibilité fondamentale. On ne Oui, pourrait pas agir. oui, mais avec vraiment la conviction, à mon sens, c'est impossible qu'il n'avait pas la conviction qu'avait Condorcet, du Condorcet, même s'il prend des pincettes pour dire les choses, mais à mon sens, il était plutôt convaincu. Agir si on ne se posait pas l'horizon du souverain bien, donc d'un progrès, etc. Sinon, dit-il, clairement, sinon on tomberait dans le désespoir. Et ce n'est pas non plus celui qui lui succédera, Hegel, qui dira que il y a des choses négatives dans l'histoire, mais elles se dépassent dialectiquement, etc. Voilà. Qu'est-ce que vous en Hegel pensez? non plus, parce que pour Hegel, le négatif doit se relever ou se dépasser dialectiquement, et donc l'esprit avance. Voilà, il a chaussé les bottes de 7 lieues, il avance. Kant me semble... Voilà, alors là, on est encore... Le problème qui est soulevé là, c'est Auschwitz. Est-ce que c'est quelque chose qui empêche de passer derrière? Est-ce qu'on est, à mon sens, on peut commencer à penser derrière Auschwitz? Auschwitz, c'est quelque chose de majeur dans l'évolution de l'humanité, mais on doit pouvoir penser l'évolution de l'humanité. Ça a arrêté la pensée de l'évolution de l'humanité. Ça a arrêté la pensée d'un progrès positif. Ça a arrêté l'idée d'une évolution vers quelque chose, vers une sorte d'apothéose. Parce que les dictatures qui ont voulu, toutes les deux, l'extrême droite et l'extrême gauche, qui ont voulu imposer quelque chose de, pour eux, un idéal, leur idéal, on voit ce que ça donne. Et donc, ça a empêché ce truc-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut commencer à penser derrière Auschwitz? À mon sens, oui, et c'est ce que j'essaye de démontrer depuis 25 ans sur la mécanique universelle. On peut recommencer à penser l'histoire de l'évolution de l'humanité de façon positive. Et donc, il faudra malheureusement, bien sûr, inclure ce qui s'est passé en 14-18, en 39-40, ces choses mais monstrueuses, la monstruosité à l'intérieur de l'évolution de l'humanité. Et il faudra voir pourquoi ces monstruosités se sont imposées dans l'humanité. Qu'est-ce qu'elles ont amené dans cette évolution de l'humanité? Voilà. Tout ça, c'est tragique, mais c'est une obligation pour passer au-delà. On peut lire Kant de différentes façons, mais encore une fois, je pense que ce n'est pas un progressiste naïf, et pour une raison toute simple, c'est que dans ses derniers textes, il a mis en avant l'idée de mal radical. Il y a un mal radical, ce qui veut dire simplement, non pas un mal absolu ou démoniaque, on n'est pas des démons, il a peut-être tort, mais en tout cas, c'est ce qu'il posait, c'est un mal radical, c'est-à-dire enraciné dans le caractère de notre espèce. Et évidemment, le mal radical, c'est Auschwitz, c'est 14-18, c'est des drames comme ça où on peut mettre le mal radical. Mais c'est évidemment que c'est pas la monstruosité de l'humanité, c'est des êtres humains qui sombrent dans la monstruosité pour faire pour commettre les crimes de masse qu'ils ont commis. Et donc ce mal radical s'oppose bien sûr à l'avancée vers le bien, il s'oppose aussi au progrès de l'humanité. Donc peut-être que dans la dernière partie de son œuvre, qui est contemporaine aussi de la Révolution française, que Kant soutenait avec enthousiasme, il a écrit là-dessus, mais il a aussi vu la terreur. Voilà, c'est ça. La Révolution, c'est un des exemples, justement. Ça a apporté quelque chose d'inouï à l'évolution de l'humanité, mais il y a la terreur et on peut pas faire abstraction de ça. On ne peut pas ignorer que des hommes peuvent sombrer dans la folie et se tuer mutuellement. Dès qu'un accède au pouvoir, il fait tuer les autres et puis les chasser du pouvoir et le nouveau fait tuer les autres, etc. Voilà. Qui lui paraît quelque chose de très problématique politiquement et éthiquement. Donc il introduit quelque chose de nouveau, à savoir cette idée de mal radical qui pourrait s'opposer au progrès vers le bien. Donc je pense que si on lit attentivement Kant, le progrès n'est pas garanti. Alors peut-être faudrait-il... Qui pourrait s'opposer,
Mais à mon sens, dans l'esprit de Kant, je ne l'ai pas lu, je connais pas, je suis à des milliers de kilomètres de ce spécialiste de Kant. Mais à mon sens, Kant doit penser qu'il y a une possibilité, que le plus probable, c'est que c'est ça. Évidemment, il y a ça, il faut penser le mal radical. Le mal radical. Comment penser le mal radical sans le justifier, en voyant tout le drame, en le regardant vraiment face tel qu'il est et pouvant l'inclure dans l'évolution vers la perfection. Relativiser, si on adopte votre lecture, d'autres textes de Kant, y compris dans l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, où il dit, il y a quand même des moteurs, ça annonce vraiment Hegel, la dialectique, comme l'insociable sociabilité. Nous sommes insociables, ça c'est le conflit, c'est le négatif aussi, la cruauté, le mal. Il y a quelque chose autour du mal que nous faisons les uns aux autres. Mais il dit que paradoxalement, ça va produire dans l'histoire, dialectiquement, sommes-nous tentés de dire, de la résolution des conflits, nous avancerons. Et souvent on dit que voilà, Hegel est né de cette page de Kant. Mais vous qui accentuez plutôt les travaux sur le mal radical, vous relativiseriez cette page, par exemple? Quand même un peu. Quand on parlait de ruse de la raison, Hegel parlait ruse de la nature, Hegel parlait de ruse de la raison, c'est au fond toujours la même idée, c'est-à-dire que le mal sert au service du bien. Et donc finalement, on a un optimisme progressiste, nuancé, complexe, mais en même temps très puissant. Mais je pense que le dernier Kant, en insistant sur cette idée du mal radical, complique les choses. Et là, c'est difficile pour les penseurs actuels, pour la pensée actuelle, d'accepter ça. C'est très difficile d'accepter ça. Et il faudra qu'ils l'acceptent. C'est tragique, mais il faudra qu'on dépasse la limite, qu'on dépasse les monstruosités du XXe siècle, qu'on les dépasse. Et peut-être ce qui est en train de se passer actuellement montre qu'on sera obligé, nous obligera à dépasser les monstruosités du XXe siècle. Montrer que tant qu'on est dans une évolution inconsciente, on est tous monstrueux, on construit tous de la monstruosité, on est encore là-dedans. Donc la seule solution, c'est de passer d'un niveau de conscience à un autre, comprendre notre sens universel, donc en finir avec les nationalismes, les communautarismes, les faire passer en second plan, les faire passer de façon secondaire, folklorique, que ça devienne du folklore. Je suis français, je suis malien, je suis américain, éthiopien, voilà, venez me visiter, je vous montre mon folklore. Mais folklorique, ne pas faire de sa différence l'objet d'un différent. Ma religion, ma spiritualité, elle apporte ça à l'humanité. Celle d'à côté apporte ça. On est très proche, on est accroché par le dessus, on est fraternel. C'est mon folklore, ma religion a apporté cette chose-là. Je voudrais bien voir ce qu'a apporté la tienne. Apporte-moi ce qu'a apporté la tienne. Mettons-nous en osmose, en symbiose ensemble. C'est ça vers quoi l'humanité doit certain aller. Du tout que l'homme puisse arriver à ce qu'il appelle l'état de nature éthique. Et c'est heureux qu'il complique les choses de votre point de vue. L'état de nature éthique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut bien dire que Kant a pensé qu'on atteindra l'état de nature éthique, c'est-à-dire l'état de nature parfait, où on devient totalement éthique, où on devient totalement moral, où on devient totalement parfait. Voilà, c'est tout. Il y a pensé, évidemment. C'est juste, c'est heureux. C'est heureux au sens où c'est juste. Disons, ça rend les choses moins naïves. Je dirais, à l'époque où nous vivons, après les terreurs du XXe siècle et celles du XXIe qui s'annoncent, je pense qu'on ne peut plus adhérer à une vision simple et naïve de l'histoire dans laquelle l'humanité progresserait
avec des hauts et des bas, des reculs, etc., mais progresserait vers le bien. Mais bien sûr que si, mais il faut le dépasser, malheureusement. Je comprends que la philosophie universitaire ne puisse pas le penser. Il faut être un philosophe atypique, sorti du truc, qui comprend rien à l'histoire de la philosophie et qui a fait une philosophie, qui a réinventé une sorte de philosophie. C'est mon cas. Et donc, je n'ai pas bénéficié, je n'ai pas été handicapé par des études qui m'auraient conforté dans l'idée qu'il est impossible de penser que l'humanité va vers sa perfection à cause du XXe siècle, à cause de ce qui s'est passé dans ce XXe Les choses sont siècle. beaucoup plus complexes que ça, aussi pour une raison toute simple. Nous savons maintenant, depuis Hiroshima, que, bon, comme disait Sartre, à la prochaine, la Terre peut sauter. Et nous savons maintenant, et là je rejoins Et Amel Guignot, Hiroshima, nous savons que et Hiroshima, c'est pareil, il y a eu il y a du sens derrière Hiroshima. Et là, je ne vais pas épiloguer sur ça, mais j'ai regardé un film de Mizoguchi, je crois, ou je ne sais plus qui, des années 50, un film japonais. Et c'est des Japonais qui parlent et qui sont en guerre, c'est pendant la guerre, et qui expliquent au fond que les Américains ne pourront jamais vaincre les Japonais parce qu'ils sont des millions, des centaines de millions, ils sont très nombreux et que même si les Américains débarquent au Japon, il y aurait tellement de résistance que c'est impossible de dépasser cette résistance. Et ça, ça, ça justifie rien, évidemment. Mais ce film essaye d'éclairer une des raisons peut-être qui a été mise en avant pour aller dans ce drame tragique, ce drame hallucinant de pouvoir projeter 2 bombes atomiques sur le Japon. Voilà, par exemple. nous sommes en train de détruire la possibilité d'habiter la Terre. Donc l'horizon d'Apocalypse qui a traversé toute l'histoire de l'Occident en tout cas, et pas seulement de l'Occident, il devient concret Peut-être désormais. pas Apocalypse qui suppose une révélation derrière, mais juste une catastrophe, comme disait Adorno. Voilà. Oui, parce que Apocalypse, c'est pas le terme exact. Derrière l'Apocalypse, l'Apocalypse, ça veut dire la révélation, c'est-à-dire c'est justement l'accession à un état de perfection. On a compris pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, pourquoi il y a cet univers, pourquoi cet univers est tel qu'il se présente à nous, humains, parce que pour une libellule, il n'a pas du tout la même chose. Ou un ver de terre, il n'a pas du tout le monde n'a pas du tout la même dimension. Et pourquoi il est comme ça? Donc l'apocalypse, c'est pas le terme, c'est le terme péjoratif de l'apocalypse. Oui, effectivement, quand on parle d'apocalypse de façon négative, on voit tout ce qui est avant, qui fait partie de l'apocalypse. Il faut arriver à ce drame, à quelque chose de catastrophique, un grand chambardement, et derrière, Dieu peut venir pour imposer son règne, donc le règne de l'amour en somme, puisque Dieu est amour. Et derrière, on n'est pas du tout sûr que ce soit formidable, et qu'il n'y ait pas de rédemption, pas de messianisme, pas certainement en tout cas. Et là, on retrouverait Benjamin, à savoir l'ange de l'histoire qui est poussé vers le futur, tout en regardant le passé, dit Benjamin, le passé où il ne voit qu'une unique catastrophe, avec des morts entassés, des désastres, mais il est poussé à contre-courant, il est poussé vers l'avenir par un vent irrésistible, et ce vent, dit Benjamin, c'est le vent du progrès. Et là, on retrouve la question du progrès. Qui l'empêche de sauver. Voilà, alors, c'est ça. Et donc, il voit bien qu'il y a le sens Benjamin, qu'il y a le sens du progrès. Simplement,
il est dans la pire des tourmentes. Il est dans un monde, le monde le plus cruel que depuis longtemps, je pense, on a pu voir, le nazisme, et qui dit je vais imposer un millénaire de ce genre de choses, quoi. Un millénaire de souffrance. Et donc, il ne peut pas voir devant Benjamin. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je crois qu'il se suicide, parce que il ne peut pas voir derrière ce qui peut se projeter. Mais dans les années 40, qui pouvait voir que derrière, il y aurait l'éclaircie? Qui? C'était, et surtout pas les hypersensibles. Et je pense que Benjamin était un hypersensible, et donc c'était impossible pour lui de pouvoir voir que avoir un horizon ouvert. Là, il n'y a pas d'horizon, là. C'est la torture possible s'il est pris, c'est la souffrance, c'est le pire qu'un être humain peut ressentir. Puisqu'il Voilà. n'arrive pas du coup à prendre les choses comme il le souhaiterait dans ses ailes. Donc c'est vraiment le progrès est devenu quelque chose d'empêchant, empêchant les bonnes choses, empêchant les petits saluts ordinaires. Oui, c'est terrible, hein, cette et page empêchant de rendre justice aux vaincus et aux morts. Et aussi faisant croire naïvement que les difficultés que nous rencontrons, nous arriverons à les surmonter parce que l'humanité progresse. Je crois que dans ce texte qui est testamentaire, parce que Benjamin écrit peu de temps avant de se suicider. 1940, oui. Sur l'histoire. Il allait suicider parce qu'il pensait qu'on allait le livrer à la Gestapo. Il a en tête le mouvement ouvrier allemand, les sociodémocrates et sans doute aussi les communistes, c'est-à-dire des gens qui disent au fond Hitler c'est un épiphénomène, il arrivera au pouvoir, il s'effondrera, le progrès de l'histoire va dépasser tout ça. Et pour Benjamin, c'est vraiment le danger fondamental. Il dit clairement on ne peut pas lutter lucidement contre le fascisme si on croit au progrès nécessaire et inévitable. Et pourtant, c'est ça qui a fait qu'on l'a vaincu. C'est parce qu'on a pensé que derrière, il y avait quelque chose qui était... on pouvait retrouver du radieux. C'est évidemment que ce n'était pas d'aller imposer une dictature communiste derrière, qui était le but dans la pensée de ceux qui ont lutté contre le nazisme, même si c'était un de leurs moteurs, qui a fait que la victoire aussi leur appartient aux communistes, comme elle appartient aux Américains, au capitalisme. Parce que ça restera un épiphénomène, un parti ou un mouvement très réactionnaire, je ne donnerai pas de nom ici, mais on a tous des choses en tête, peut arriver au pouvoir et s'imposer. La démocratie peut s'autodétruire. Maintenant, on commence à avoir ça en tête. Il y a une grande naïveté chez toute une série de penseurs politiques. Là, voilà, je pense maintenant à Marcel Gauchet, qui est un auteur important, intéressant, mais pour lui, l'ère des totalitarismes est close. C'en est fini, dit-il. Il a écrit Le Nœud démocratique, son dernier livre, c'est sans doute pas son meilleur. Il dit non, c'est fini, il y aura plus de religion politique, il y aura plus de totalitarisme. La crise actuelle, c'est une crise de croissance. Donc on revient à une espèce d'optimisme naïf qui n'était pas celui de Kant. Alors, je suis bien d'accord avec lui. Tout à fait. C'est clair que dire plus jamais, c'est une aberration. Simplement, voir qu'on a passé des étapes, qu'on est passé à un autre niveau, que ce niveau, il n'est pas parfait et qu'il y a la possibilité d'un reflux comme dans les années 20 peut-être, il y avait une sorte d'optimisme qui pensait jamais pouvoir se retrouver en 25 avec un Hitler, et surtout pas en 35, en 39, en 40, etc. Donc, on voit bien que cet optimisme, c'est pas lui. L'optimisme, il est intéressant si on va au bout de l'histoire de l'humanité. Mais avant, il faut être dans la vigilance, dans le travail, dans la lutte contre ce que effectivement il montre, c'est-à-dire le retour
des fascismes, le retour des dictatures, les retours, même si c'est des dictatures entre guillemets de velours, on voit bien que on peut retomber dans cette chose-là, et on voit bien qu'on peut tomber avec un fou qui repart dans les mêmes chasses aux sorcières, et ça se fera d'un claquement de doigts. On peut arriver à mener une nation entière à devenir raciste, à devenir antisémite, à devenir quoi que ce soit. C'est très facile. Là, on le voit à quel point il y a du danger avec cette chose-là. Donc, ne pas rester dans ce truc, mais par contre, pouvoir viser, pouvoir voir que derrière tout ça, il y aura, on en sortira, l'humanité en sortira, en se battant, en prenant les armes s'il faut, mais en dépassant ça, comme ça s'est fait en 45, on en sortira, on dépassera ça, etc. Optimisme très 18e siècle, hein. Un peu celui de Condorcet, peut-être celui d'Auguste Comte au siècle suivant. L'idée qu'on avance de toute manière, voilà. Donc l'horizon est un horizon de bonheur, de progrès, c'est le souverain bien, et on y arrivera quoi qu'il arrive, même s'il y a des crises de croissance. Non, maintenant nous savons que la démocratie peut s'autodétruire de manière radicale, et que nous pouvons détruire totalement la Terre. Donc là, la situation est beaucoup plus tragique, me semble-t-il, que beaucoup de gens le pensent. Non, alors pour un temps, on va arrêter là, mais c'est uniquement pour un temps. Oui, effectivement, il a raison. Pour l'instant, on voit qu'on est devant ça, mais on dépassera ce temps-là. Il faudra peut-être 40 ans, 50 ans, il faudra peut-être 100 ans pour que on sorte des nationalismes, que l'ONU prenne devienne l'autorité suprême, le père de toutes les nations, un père bienveillant et qui aime chacun de ses enfants, pas sans distinction, sans préférer celui-ci à celui-là, sans se laisser squatter par le fils aîné, les Américains, les Chinois ou qui que ce soit, que personne ne squatte, que ça soit un père qui puisse dire non, toi tu touches pas à ton frère, toi tu touches pas à ton frère, toi tu touches pas à ton frère, vous vous accordez, vous vous aimez, vous allez, etc., etc. Il faudra peut-être 100 ans, mais on arrivera à ça, évidemment. Donc alors, je comprends à quel point c'est impossible, parce que chaque fois que je parle avec des philosophes, j'entends cette chose-là. Et c'est ce qu'on n'entend peut-être pas chez Amaena Genyo, parce c'est les jeunes, et ces jeunes, ils ont une vision qui est vraiment, même si elle est tragique, parce qu'ils voient encore plus fort ce que... et en plus, ils ont toute la vie à prendre. Ils peuvent même pas dire, bon, après tout, moi j'ai fait ma vie, on s'en fout. Donc, ils ont à vivre leur vie, à avoir des enfants, à savoir si ça continue, etc. Donc, il y a vraiment tout un tas de trucs derrière qui motivent. Mais il y a un optimisme qui est sous-jacent et ils savent que ça va aller mieux. Ils savent qu'ils vont dépasser ça. Ils savent que même s'ils sont affolés par ce qui se passe, ils savent que ça ira plus loin. Ils sont au moins capables de l'entendre. Ils sont au moins capables de trouver des pistes pour prolonger, pour mettre de l'optimisme pour le futur. Voilà comment on peut voir cette idée. Bon, elle est un peu longue, cette vidéo, mais elle était importante. Voilà, je vous remercie de votre écoute, et puis n'hésitez pas, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt, de mettre des pouces, de vous abonner, de faire d'établir des liens avec votre propre site, ou envoyer le lien à vos amis, etc. Écrire à la mécanique universelle, laisser des commentaires ou m'écrire si vous voulez participer à cette œuvre atypique et autistique. Voilà. Merci de votre écoute. Bye bye.